Voilà. Bon, bonjour à tous, merci. Très honoré de l'invitation, Monsieur Gemma, Fabien. J'avais un problème pour le dress code, je n'ai pas mis la cravate. C'est une dédicace pour Fabien. J'ai l'honneur et le plaisir de présenter ce projet de transplantation utérine. Donc, le programme TULIP, c'est un acronyme en anglais pour transplantation utérine chez donneurs, à partir de donneurs vivants, donneuses vivantes et donneuses décédées, ou en état de mort encéphalique. Donc ce programme, je ne le fais pas seul. Évidemment, il y a des pierres angulaires comme le docteur Ludivine Dion, le docteur Christian Gautimo, dont on va présenter certains travaux au fil de ce topo. La transplantation utérine dans le monde, d'abord, la première transplantation utérine n'est pas celle qu'on croit en 2000 en Arabie Saoudite, mais une transplantation utérine chez Lily Elbe, qui est une personne qui a changé de sexe. On va parler bientôt des transformations, mais qui est passée de homme à femme en termes de transformation et qui a bénéficié d'une première transplantation utérine en 1930 et dont elle est décédée 3 mois après d'infection. On ne connaissait pas encore les immunosuppresseurs et bien avant la transplantation rénale. On en a fait un film qui est The Danish Girl, qui existait, qui est trouvable, qu'on peut regarder. Il y a eu une deuxième transplantation utérine qui est faite en Arabie Saoudite avec un échec en 2001, à 3 mois, avec un retour de greffon fonctionnel avec des règles, mais prolapsus de l'utérus dans la filière génitale qui a twisté les vaisseaux et donc prolapsus et destruction de l'utérus, mais quand même preuve de concept déjà avancée en 2000. S'ensuit un développement intense de recherche sur modèles animaux pour arriver à la transplantation utérine chez, on va dire, la femme, plus que chez l'homme encore. Donc plusieurs modèles animaux, le rat, la brebis, la truie, alors ça c'est des images rennaises, et enfin un modèle de primate non humain chez le macaque, qui est forcément le modèle le plus proche pour arriver à faire la transplantation utérine en médecine humaine, mais qui a d'autres problèmes parce que la race des primates, qu'ils soient humains non humains, est très peu fertile, comme l'objectif reste la grossesse. Voilà. Donc l'histoire de la transplantation utérine, on ne peut parler que de Mads Brandström, le pionnier, un parcours exceptionnel de développement d'un projet, c'est vraiment un cas d'école, qui réussit la première transplantation utérine avec la naissance d'un enfant en bonne santé en 2014. C'est pour lui rendre honneur et hommage, c'est vraiment un pionnier dans tout le sens noble du terme, 10 ans de manip animale, 10 ans de développement, de réflexion, et il a quasiment tout anticipé. C'est vraiment un livre ouvert de médecine quand on reprend tous ses travaux. Et il fait un essai d'emblée de 9 transplantations utérines. 7 vont fonctionner, avec 2 explantations seulement, et les 7 patientes ou femmes vont avoir un enfant, et certaines 2, issus de la même transplantation utérine, mais des grossesses successives. S'ensuit, suite à ce coup de tonnerre, avant lui, avant ce succès, nombre de papiers disaient que c'était impossible. Personne ne connaissait le problème de la vascularisation pendant la grossesse. Il y avait un développement vasculaire sans précédent au cours du développement de la grossesse, et comment allaient se jouer les anastomoses vasculaires nécessaires à la transplantation utérine. Tout le contexte immunologique pour l'implantation embryonnaire, c'est des inconnus. Voilà. Et donc, après ce coup de tonnerre en 2014, intense compétition, développement, émulation, on appellera comme on veut, dans le monde, pour faire des transplantations utérines. Donc là, c'est un bref résumé avec les drapeaux des différents pays. Pour arriver à peu près, peu ou prou, à 90 transplantations utérines réalisées dans le monde, une 50aine d'enfants nés en bonne santé et plusieurs autres grossesses en cours. Là, je mets 2 papiers princeps de preuve de concept. Le premier par Mads Brandström qui montre la preuve de concept de la transplantation utérine dans le Lancet en 2015. C'était donc preuve de transplantation utérine de manière générale et preuve de transplantation utérine issue d'une donneuse vivante. C'était tout, son modèle a été développé à partir de donneuses vivantes. Et deuxième preuve de concept au Brésil, avec la naissance d'un enfant issu d'une transplantation utérine, issue d'une patiente en état de mort encéphalique. Donc preuve de concept que l'utérus peut être issu d'un prélèvement multi-organes. En 2019, également à Lancet. La transplantation utérine dans le monde. Voilà, alors ça c'est un papier récent par Mads Brandström. Le chiffre n'est pas tout à fait de 90 comme tel que présenté, c'est 77 recensés publiés. Après, il y a un certain nombre d'informations qu'on obtient par les médias, parce que c'est très médiatisé dès qu'il y a une naissance ou une transplantation utérine réalisée dans un pays. Donc, les 3 quarts sont issus de donneuses vivantes et un quart issu de donneuses en état de mort encéphalique. Ça suit l'histoire de la transplantation, quand on regarde le rein notamment. Voilà. Qui est l'organe le plus comparable. Voilà, évidemment, donneur vivant en transplantation cardiaque, c'est un peu plus difficile.
77% de succès chirurgical. Qu'est-ce qu'on appelle succès chirurgical? Un utérus qu'on garde implanté avec un retour de règles. C'est ça le succès chirurgical, mais le vrai succès étant la naissance. Mais à un moment, les critères de jugement sont difficiles parce qu'ils sont longs à obtenir. Qu'est-ce que le succès? Est-ce que c'est que la grossesse? Ce n'est pas l'objectif. C'est la naissance, un enfant en bonne santé dans le berceau, comme on dit en gynécologie obstétrique. Pour les donneuses vivantes, comme un vrai sujet crucial, quel est le taux de complication qui est estimé à 17-20%, essentiellement urétéral, pour les problèmes techniques. La transplantation utérine en France. Donc, première équipe à y travailler, ou en parallèle d'une autre, qui est l'équipe de Limoges, à qui il faut rendre hommage, qui était très en avance, dès 2015, avec un PHRC obtenu à ce moment-là, l'ANSM aussi obtenu, avec un développement d'une transplantation utérine issue de donneuses en état de mort encéphalique, donc vraiment très très en amont de tout le monde. Donc ils ont inclus 5 patientes au total, généré des embryons sur 5 patientes, et le projet est arrêté pour une histoire propre au CHU Limoges, voilà, qui est à eux de donner, pas à moi. Et deuxième équipe qui travaille aussi, l'équipe de Foch, Jean-Marc Ayoubi, qui a dû déjà présenter devant cette enceinte à transplantation utérine, et qui, dans son équipe, a permis la naissance d'enfants en bonne santé après déjà 2 transplantations réalisées, la première en 2017, la première en 2019, pardon, la seconde cette année, en février, la première qui était issue du programme de Limoges, elle a changé de programme, qui a eu 2 naissances déjà successives, avec d'enfants en bonne santé, et la mère et l'enfant vont bien. Et les enfants vont bien. Une deuxième transplantation est réalisée en début d'année. La grossesse ne peut pas encore avoir lieu, parce qu'il y a un délai entre la transplantation utérine et le transfert d'embryon, qui est entre moins de 6 à 12 mois, le temps de vérifier l'absence de rejet, l'absence d'infection opportuniste, qui est propre à la greffe. Maintenant, la transplantation utérine arrête. Donc on a la prétention de se comparer, d'arriver au niveau international. Nous n'y sommes pas encore, nous devons y arriver. Et je vais vous présenter tout ce qu'on a fait jusqu'ici pour préparer le programme TULIP. Donc on a obtenu le PHRC en juin 2021 pour le programme TULIP, avec un financement d'1 400 000 pour réaliser 16 transplantations utérines, la moitié issue de donneuses vivantes et la moitié issue de donneuses en état de mort encéphalique. Nous avons obtenu le CPP en avril 2023 et l'accord de l'ANSM en mai 2023. C'est un combat lourd. C'est 3 ans de dossier, 200 pages, 150 questions. Et beaucoup de monde qui ont répondu. J'ai sollicité beaucoup de monde qui sont dans cette salle pour répondre à certaines questions très techniques qui parfois me posaient problème. Et donc, pour arriver à ce programme de transplantation utérine, nous l'avons préparé en parallèle. On a mené différentes questions pour les traiter au fur et à mesure et les dissocier. La transplantation utérine, toutes les expertises sont disponibles, mais elles ne sont pas alignées pour réaliser la transplantation utérine. Quand on prend un CHU tel que le nôtre, nous avons toutes les briques. Nous avons la brique transplantation à haut niveau, nous avons la brique assistance médicale à la procréation, la brique chirurgie gynécologique, la brique obstétrique, on sait tout faire, sauf qu'il faut aligner. Et ça, c'est l'énorme difficulté. Il faut aligner tous les problèmes techniques chirurgicaux. On s'est rendu compte, en cherchant et en travaillant, que l'anatomie pelvienne féminine, et notamment utérine, était finalement très peu ou mal décrite. La terminologie de la vascularisation, très ésotérique, et cette vascularisation, notamment veineuse, doit être décrite de manière très précise pour savoir quel vaisseau nous allons prendre, notamment chez la donneuse vivante, où on doit avoir une certaine préservation et économie des vaisseaux pour rendre intègre la donneuse. Donc là, c'est des travaux ici en vidéo, alors là, c'est la reconstruction 3D toujours magnifique, menés par Fabien Robin, qui, bien que digestif, fait de l'anatomie gynécologique, et encadré par bientôt le professeur Christiane Nyongotimo, grâce à des techniques qu'elle a su amener à Rennes. Donc on a pu décrire l'anatomie précise de la veine et de l'artère utérine pour pouvoir greffer. Et c'est amené à des publications qui sont listées ici. On a développé un programme de transplantation ou un programme animal de chirurgie expérimentale. On a pu être aidé puissamment ici par le professeur Karim Boudjema, qui avait déjà initié la chirurgie expérimentale avec la transplantation hépatique à l'INRA, sur lequel on s'est greffé sans mauvais jeu de mots, pour poursuivre la transplantation utérine. On a monté un premier modèle animal d'auto ou de transplantation utérine pour mimer le modèle en donneuse vivante. Sur une trouée Yucatan. Alors Yucatan, ça pèse 80 kg à l'âge adulte, ce qui est intéressant. Ça reproduit le modèle humain. Et pourquoi on voulait un modèle adulte? Parce que ça introduit le problème de la puberté et donc la taille de l'utérus et des vaisseaux.
qui n'est pas la même problématique pour le foie, par exemple, pour prendre des cochons plus jeunes, et donc d'autres races. Qui a mené un certain nombre de publications. C'est des travaux de modèles animaux qui sont financés régulièrement à travers différents appels d'offres. L'Agence de biomédecine, qu'on sollicite régulièrement à travers son appel d'offres, nous a déjà financé 3 fois à hauteur de 35 000 euros. Le COREC du CHU de Rennes nous a financé régulièrement, ce qui peu ou prou, en 4 ou 5 ans, nous a quand même permis des financements à 120 000 euros, ce qui montre que le projet est porteur et au moins bien construit et reconnu par les pairs. On a monté un deuxième programme de recherche animale en développant un programme de modèle d'allotransplantation pour mimer le modèle en donneur ou en donneuse décédée en état de mort encéphalique. Donc on a utilisé les mêmes plateformes, utilisé les expertises, car Mojema avec l'amélioration du greffon par la machine à perfusion. Erwan Fleischer, je pense qu'il est dans la salle, nous a beaucoup aidé, accompagné, donné du temps pour la maîtrise des sutures vasculaires et apprendre et nous donner toutes ces techniques, parce que bon, en gynécologie, on ne suture pas beaucoup de vaisseaux, même si on fait quelques plaies vasculaires qu'on répare sans appeler d'autres personnes. Et donc tout le modèle animal a été monté on va présenter ici. Et encore une fois, on initie, c'est fait boule de neige, le foie, par le gynéco, maintenant la chirurgie cardiaque, toujours sur le même animal, on voit la double équipe pour aller prélever le cœur et développer aussi la machine à perfusion dans le modèle cardiaque autour du même équipe. Et voilà, on voit toute l'émulation qui est produite autour de la chirurgie expérimentale et qui fait la renommée, je pense, de l'école chirurgicale rennaise. Donc, modèle animal, je m'attarde un tout petit peu plus. Donc, il a été conçu pour essayer d'étudier l'ischémie froide. Et donc, pour améliorer les greffons, donc en ischémie statique, avec 2 produits de perfusion en cold storage, comme l'HTK, qui est le produit classique historique, comme l'UW, et après en perfusion pulsatile en machine à perfusion, Vitasmart. Là, on présente la diapositive, on a mis en place le film en état de mort encéphalique, donc on doit cannuler les vaisseaux pour permettre le cooling in vivo, enfin in vivo, entre guillemets, si on est mort, pour refroidir le pelvis. On a vu la cannulation et l'extrait-reste de l'explantation de l'utérus natif porcin, ici, qu'on a mis sur la machine, et 18 heures plus tard, on réimplante, on regreffe. Donc là, on met en iliaque externe sur l'aorte, parce qu'on prend tout l'arbre vasculaire artériel dans notre modèle animal pour un certain nombre de raisons, notamment pour prendre les artères et veines ovariques qui remontent en lombo-aortique et les veines utérines et artères utérines qui sont en pelvien. Donc on a besoin d'un arbre vasculaire important pour ce modèle animal. Et on regreffe ici en hétérotopique avec l'intérêt de ce modèle, c'est qu'on a un modèle natif en place qui nous permet d'avoir des comparaisons entre l'utérus greffé et l'utérus natif du receveur. Et là, on a la reperfusion. Et les 2 utérus, en fait, on est un petit peu pervers, avec 2 utérus et même cochon, pendant 3 heures. Un autre axe pour le programme, c'est le prélèvement en humain, lors d'un PMO, donc dans la vraie vie. Des PMO, donc là, c'est le programme Pupotu, financé par la Fondation Avenir. Et on a tout retravaillé avec ce qu'avait déjà développé Limoges sur les cannulations. Parce que dans le PMO, on cannule l'étage thoracique, l'étage abdominal, mais pas l'étage pelvien, pour les organes vitaux. Et donc, voilà. Donc on a conçu l'image sans perturber, le modèle sans perturber les étages abdominaux et thoraciques, pour pouvoir se greffer sur les équipes de PMO. Donc là, on cannule en fémoral de manière bilatérale et on a explanté. On a 8 prélèvements qu'on garde aussi en ischémie froide. On recherche aussi en éthique parce qu'on est confronté à de nombreuses questions. Là, c'est des travaux d'Isis Carton, encadrés, qui allait faire son Master 2 à Oslo. Et on interroge aux différents impératifs catégoriques de l'éthique la question de greffe d'utérus. Je vais accélérer. Donc, point de vue patient, c'est un long parcours, même quand ça fonctionne. Screening des patientes, on est quand même sur le bilan pré-greffe, sur probablement 6 mois à 1 an de sélection de patientes. On crée des embryons 6 blastocysts minimum avant d'autoriser la greffe d'utérus. Donc 6 à 12 mois d'attente pour la stabilité de la greffe, absence de complications d'infections opportunistes. Le transfert d'embryons, 8 à 9 mois, mais 8 mois de grossesse, naissance par césarienne obligatoirement. Voilà, donc on est pour un parcours médical de la patiente d'au moins 12 mois. On est sur une explantation utérine, on est sur une greffe transitoire, elle n'a pas pour but d'être définitive. Et à chaque fois,
la patiente peut arrêter pour différents échecs qui peuvent intervenir. Donc ça peut être très lourd et donc nécessite un accompagnement psychologique important. Juste pour la patiente qu'on inclut, sans parler des patientes pour lesquelles on aura décliné la possibilité. En conclusion, transplantation utérine, j'ai la chance et l'énorme plaisir qu'au cours de ma carrière, je croise une histoire de médecine qui est quand même exceptionnelle, qui est la transplantation, dans ma spécialité. Une aventure de médecine au XXIe siècle, ça n'arrive pas si souvent que ça. Et là, c'est l'application de Brandström qui montre tout l'historique et l'accélération de la transplantation et toutes les étapes qui ont été franchies en l'espace d'une petite vingtaine d'années. Je vous remercie. Merci. Ça marche? Un petit peu plus fort peut-être. Très, très brillant. Je propose de diviser la discussion suivant votre plan, c'est-à-dire d'abord le programme que vous développez actuellement. Peut-être revenir un petit peu plus sur les aspects techniques à la fois du prélèvement et de la transplantation, parce que le programme, vous l'avez vraiment très, très bien décrit. Et puis le troisième niveau, c'est le plan éthique, peut-être aussi. L'éthique est une des préoccupations qui fait partie de l'ADN de l'Académie. Alors, sur le plan du programme de développement, qui est, vous avez parfaitement présenté, pris largement exemple sur ce qui avait été commencé à Limoges. Et on a vu les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Je ne sais pas très bien où vous en êtes de ces difficultés, si vous avez déjà programmé le début. En termes de développement du programme TULIP, réellement, quel PHRC, il va pouvoir être ouvert à l'inclusion en décembre de cette année. C'était ma question. Et donc l'inclusion, sélection des patientes, on est sur l'espérance d'une greffe dans 1 an plus tard. Donc en gros, alors, petit détail quand même, il faut créer les embryons, etc. Et on les inscrit sur la liste d'attente. Donc après, on est tributaire aussi, on va commencer par le bras en donneuse en étalement encéphalique pour un certain nombre de raisons, que je peux développer. Et après, on est tributaire de la liste d'attente. Donc on a inscrit sur la liste d'attente et on attend une donneuse potentielle qui peut quand même, qui est une offre rare. On l'a, par exemple, sur les 18 derniers mois, 2 ans même maintenant, de PMO, que 7 prélèvements, que 2 qui étaient en dessous de 45 ans, qui est notre critère d'inclusion, et un seul compatible à la greffe. Donc juste sur un centre unique. Donc on énergie évidemment multicentrique. On va aller de Tours à Brest et de Caen à Nantes en termes de zone géographique pour respecter les 6-8 heures d'ischémie froide. Mais voilà, on va être tributaire aussi de ça pour faire la première greffe vraie. Des questions? Au niveau des... Donc 2025 quand même, c'est proche. Les indications, on va en parler juste après. Ça ira un peu avec l'éthique. Albert-Claude Benamou. Oui. Merci, bonjour et bravo pour cette très belle présentation. Quel est le niveau de la demande de ce type de... Alors, est-ce que c'est évalué? On a travaillé sur ça. Dans combien de cas on a travaillé sur ça. Indication. Alors l'indication principe, c'est historique, c'est les patientes atteintes d'une agénésie utéro-ovarienne, atteintes d'un syndrome de Rokitansky, MRKH, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. 200 filles naissent par an atteintes de ce syndrome en France, par exemple. C'est un exemple juste mathématique. Ensuite, on pense que la demande peut être bien supérieure que cela. La procréatique, si on prend le prisme historique de la science médicale de la procréation, on a vaincu, entre guillemets, traité l'infertilité, par exemple, côté féminin, sur l'infertilité tubaire, l'infertilité qui est mécanique. On commence à avoir des solutions sur l'infertilité ovarienne, en faisant de la conservation sociétale, par exemple. On a solution pour l'infertilité masculine, l'ICSI, c'est dans les années 90. L'infertilité utérine, on ne sait pas faire. Et là, on a un gros vide, parce que comme ce n'est pas fait, on ne recense pas. Voilà. Mais par contre, les utérus détruits, il y en a, on en voit, et on ne sait pas quoi leur proposer. Ils sont en place. On appelle ça à ce moment-là l'infertilité utérine relative. On ne sait pas la traiter, et on pense qu'il y a une fenêtre énorme potentielle derrière. Mais c'est trop tôt pour le dire, c'est probablement une expansion. Si on arrive à passer en routine, on aura la question, c'est remplacer un utérus. Aujourd'hui, on s'adresse aux patientes qui n'ont pas d'utérus. MRKH, l'hystérectomie iatrogène, enfin l'absence d'utérus iatrogène, l'hystérectomie d'hémostase pour cancer peut-être, qui arrive. Et comme la grossesse est de plus en plus tardive, on croise la pathologie utérine et l'âge de la grossesse, qui n'était pas le cas il y a 40 ans. Quand on fait son enfant à 25 ans, on n'a pas eu le temps d'avoir les pathologies utérines qui vont arriver. Donc c'est un potentiel d'indication, à mon sens, exponentiel. Mais les centres de pathologie de la reproduction doivent avoir une épidémiologie de non, en termes on a cherché. d'infertilité. On a alors les chiffres qui sont à mon avis un peu ésotériques parce que mal étiquetés,
On a publié là-dessus, en termes de revue de la littérature, on estime l'infertilité utérine à 3 à 5% de la population, ce qui est colossal. Après, qu'est-ce qu'on appelle infertilité utérine? Et c'est la grande question. Il y a beaucoup d'inconnus en procréatique, comme les échecs d'implantation embryonnaire, les myomectomies itératives, l'adénomiose, c'est des choses qui sont mal définies. Et comme il n'y a pas de traitement, les gens ne s'y sont pas intéressés, parce que pourquoi recenser quelque chose à qui on ne pourra pas offrir de traitement? Donc c'est ça qui se passe au jour d'aujourd'hui. Et on a des travaux en cours pour essayer de recenser, d'avoir une nosologie plus précise, et après interroger en chiffres, pour avoir des données plus claires, qui sont au jour d'aujourd'hui des chiffres qui sont véhiculés d'article en article, mais qui reposent finalement, quand on retrouve le premier article qui a été cité, très ancien et pas fiable. Merci. Karim? Oui, petite précision là, pour qu'on comprenne bien, le délai d'1 an qui s'écoule entre le moment où on repère l'indication et le moment où on transplante, est-ce que tu peux nous détailler les étapes? Oui, alors il y a la première étape, c'est de sélectionner la receveuse, donc le risque viral, le critère HLA, voilà, vérifier tout ça, le risque, on va dire, chirurgical, chirurgie abdominale, absence d'antécédents, risque viral, ça comprend pour moi aussi l'HPV, par exemple, qui est une question plus importante pour le greffe utérus. Donc on imagine à 6 mois. Après, il faut créer les embryons. Donc pour créer 6 blastocystes, c'est des embryons à J5. C'est pas J3, enfin c'est des choses de procréatique. Il faut beaucoup de cycles de FIV et c'est au moins 2. Au moins 2 cycles de FIV et ça prend 6 mois. Pour faire 2 cycles de FIV de manière raisonnable. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 1 an pour arriver à une sélection de patientes qui est le critère de sélection ultime d'avoir 6 blastocystes. Pourquoi les blastocystes? C'est des J5, des embryons J5, c'est parce qu'on diminue de 40% le taux de fausses couches et d'échecs d'implantation. Donc on veut s'affranchir de tous ces problèmes parce que ça fait une présélection de la qualité embryonnaire en fait. Donc c'est pour ça que ça prend 1 an en fait finalement pour avoir une patiente prête entre guillemets ou éligible à la transplantation utérine. On passe au chapitre technique qui est passionnant. Ouais. Alors il y a le prélèvement, la transplantation. Le prélèvement, bon, on a bien compris que le prélèvement était essentiellement cadavérique, en tout cas c'est comme ça que vous allez commencer. On a commencé les 2 actes de front. Les 2 actes. Sur un prélèvement cadavérique, vous allez bénéficier de la canule aortique? Non. Non. On va canuler en fémoral. C'est un peu fémoral. vite pour moi alors. Alors là, oui, alors on pourrait. Alors la difficulté, c'est qu'on pourrait changer toute la cannulation pour le PMO. Sauf que on va arriver sur des équipes dans différents centres qu'on ne connaît pas. À Rennes, on peut le faire. À chaque fois, on était bien accueillis, PMO, tout le monde est au courant. On peut s'adapter. C'est facile. Mais quand on va aller à Tours, à Nantes, j'ai rien contre, c'est pas un jugement de valeur. Mais on va arriver sur des équipes qui vont forcément dire, bah tiens, c'est bien la transplantation utérine, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Donc on a plutôt à parier sur, on ne modifie pas les autres, c'est nous qui nous adaptons. Et donc pour canuler et donc faire le cooling sur les tâches pelviennes, on a décidé de canuler en fémoral bilatéral artériel avec une décharge fémorale. En pratique, on pourrait supprimer la cannulation abdominale. Cette double cannulation permettrait de faire le cooling abdominopelvien. Ça suffirait, mais non, je me suis dit tiens, je suis de Brest, je dis n'importe quoi. Hein, je vais prélever un utérus et je tombe sur une équipe qui ne me connaît pas, dit bon bah finalement tu vas pas faire de cannulation aortique, je sens que ça va pas bien se passer à minuit. Donc j'ai préféré jouer la sécurité. Être autonome. Ouais, tout à fait. Ça c'est clair. Ça c'est chez le don cadavérique, chez pour le DVA. Donor vivant. Là, c'est tous les travaux, en fait, tout l'enjeu en fait, des travaux menés par Fabien et Christelle. C'est-à-dire que le prélèvement, le nirvana technique, le plus technique chirurgicalement, c'est clairement le prélèvement utérin. C'est pas finalement la greffe est quand même technique, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est le prélèvement utérin chez la donneuse vivante. Il faut préserver le retour veineux, c'est capital, c'est la clé du succès, et ne pas léser l'urtère. Et ne pas léser l'urtère. Oui. Et globalement, anatomiquement. Oui, je pense beaucoup à vous. Mais aux urologues qui pensent beaucoup aux gynécologues de manière générale sur la planète. Ça serait pas l'urtère, je vous rassure. C'est assez partout. Et en gros, anatomiquement, c'est un lacis veineux, pour faire très schématique, des veines autour de l'urtère. Et il faut préserver les veines tout en préservant l'urtère, et tout l'enjeu il est là. Et quand on regarde très très bien les papiers de Breinström, l'utérus congestif ne fera pas de grossesse, même s'il peut être fonctionnel sur le revue de règles. C'est les retours veineux, c'est la clé. Il en faut 4.
il faut prendre soit un double retour veineux, quand je parle que d'un côté, utérin. Si on n'arrive pas à avoir le double retour veineux, parce qu'il y a une veine superficielle, une veine profonde qu'on pourrait développer, il faudra prendre aussi le retour veineux de la veine utérine superficielle, que certains appellent utérovarienne ou ovarienne, pour qu'il y ait 2 retours veineux de chaque côté, ce qui nous fait 6 sutures. Avec les artères. Des questions. J'ai pas fini avec alors, puisque je parle, je vais prononcer le mot d'anatomie. Dr Thimo a été élu cette année, elle le sait, à l'Académie, donc elle est une collègue je savais. qui est venue me présenter et que nous avons beaucoup apprécié. Je reviens à l'anatomie, les trompes. Oui. Comment ça se passe alors, avec les trompes? alors c'est vrai que je n'ai pas évoqué ça. On ne greffe pas les ovaires, on ne greffe pas les trompes. Il y a une ligature, on exclut, et c'est forcément une grossesse par assistance médicale à la procréation. D'accord. La greffe d'utérus, on s'adresse quand même aux patientes Rokitansky, elles ont leurs ovaires. Donc elles sont mères génétiques porteuses et légales quand on leur propose la transplantation utérine parce qu'on a leur génétique. On ne fait pas les trompes, pourquoi pas la grossesse spontanée? Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'on va s'adresser à un ventre ultra cicatriciel et donc pourvoyeur d'adhérence, et donc la grossesse spontanée est quand même plus ésotérique après ce type de chirurgie. La deuxième, c'est qu'on est quand même sur de la médecine, on est tout sur la grossesse physiologique, donc il faut contrôler tous les paramètres. Pour les immunosuppresseurs, j'en ai pas parlé, mais il y a une immunosuppression initiale qui est celle du rein, grosso modo, avec une modification des immunosuppresseurs avant le transfert d'embryon pour le côté tératogène. Donc il y a tout ça qu'on doit contrôler. Donc on ne veut pas que la patiente tombe enceinte quand elle veut. Enfin, quand elle veut, c'est le souhait, mais on est obligé de contrôler ça en permanence pour gérer la tératogénicité. Mais ce qui est vrai aussi pour la greffe rénale, pour les patientes qui souhaitent une grossesse. Elle est programmée. Oui. C'est vrai. Et la question du prolapsus, qui a été la source de l'échec du cas saoudien, vous l'avez réglé comment? Alors, c'est pas moi qui l'ai réglé, parce que certains Breinström s'en est occupé. Non, c'est l'arrimage de l'utérus qu'il faut... Aux utérosacrés? Oui, alors, la difficulté, c'est qu'on s'adressait à des anesthésies utérovariennes, il y a une lame quadrilatère qu'il faut bien conserver, ça arrimé dessus. Voilà, donc il y a ça qui correspond aux utérosacrés, les ronds, la couverture péritonéale, donc il faut un peu de préservation péritonéale sur la donneuse, que ce soit en morencéphalique ou en donneuse vivante, pour les couvertures en fait, qu'on met et augmenter l'arrimage. Parfait. Ben, écoutez, on a beaucoup appris. Est-ce qu'il y a encore une question ou un commentaire? Oui. Très brièvement, d'abord des compliments pour votre travail magnifique et à bout. Et une question simple, répondez très rapidement. La transplantation d'utérus chez l'homme. Alors, ma grande crainte, c'est juste pour la première partie, c'est que d'arrêter de ne pas réussir. Je vois l'expérience de Limoges, donc il faut qu'on y arrive. Donc restons modestes aussi quand même sur les ambitions, mais on va y arriver. Pour chez l'homme, alors j'ai 2 réponses. La première, c'est est-ce qu'on s'adresse à un homme transformé, la transition de genre? Et donc il y a beaucoup de questions sur la greffe après une transition. Donc c'est une vraie question qui a déjà été interrogée par plusieurs publications, soit sur le plan éthique, soit sur le plan technique, même à une publication dans la transplantation animale. Donc là, juste sur la transformation de genre, on n'a plus de problème hormonal. On a enlevé la sécrétion de testostérone, mais se pose des questions, par exemple la taille du bassin, qui n'est pas la même. Donc c'est la possibilité de grossesse, par exemple. Si on se graisse, c'est la deuxième question, parce qu'on n'a pas fait de transformation, est-ce qu'on peut faire un homme enceint? Il y a une grande question. Donc il y a le problème hormonal qui n'est pas soldé parce qu'il faut enlever la sécrétion de testostérone pendant la grossesse au minimum. Et il y a un deuxième problème purement technique, c'est que l'utérus est réimplanté en orthotopique. Donc sur un néovagin, quand il n'y a pas de vagin, parce que les règles vont revenir sur les imprédations hormonales, il faut qu'on puisse faire des transferts d'embryons. Donc il faut un accès au col de l'utérus qu'on fait par voie vaginale. Et la troisième chose, on pourrait aboucher en stomie, faire un utérus, c'est tout à fait possible, et se dire, tiens, ça, voilà. Après, on n'a aucune idée sur le microbiote, il n'y a pas d'influence vaginale. On aura un utérus libre dans la cavité abdominale, donc ça pose des problèmes d'arrimage avec un utérus qui va devenir gravide. Et la troisième chose, on a parlé de vascularisation, elle est bilatérale. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on va greffer un organe médian avec une vascularisation bilatérale. C'est un problème technique pur. Et donc, greffe chez l'homme, techniquement, c'est pas soldé. C'est pas soldé. Alors, c'est peut-être la question,
la transition. Oui, alors c'est peut-être une arriver. transition pour je ne sais pas si j'ai suivi le programme. Pas tout. Ah bon, d'accord. C'est une transition en attente. Bravo et merci beaucoup. C'était super.